Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog qui va être un petit reading vlog de ce que je suis en train de lire en ce moment, qui est mon petit défi de février. Et je vais vous faire un petit peu aussi un book haul de tout ce que j'ai acheté depuis le début de l'année. Et voilà, on est parti. Du coup, j'avais pioché dans ma petite boîte ce livre-là pour le mois de février, du coup Educated de Tara Westover. J'ai lu la première partie, ce qui correspond à 180, je sais plus combien de pages. Ça correspond à 175 pages. Comme vous pouvez le voir, je pense, j'ai mis pas mal de post-it parce qu'il y a pas mal d'endroits qui m'ont un peu parlé. Dès le prologue, je trouve qu'il y a une phrase qui est vraiment représentative de ce qui va se passer dans le livre où l'autrice écrit « I am only 7, but I understand that it is this fact more than any other that makes my family different. We don't go to school. » J'ai seulement 7 ans, mais je comprends que c'est ce point, plus que n'importe lequel autre, qui fait de ma famille une famille différente. Nous n'allons pas à l'école. Je trouve que ça en dit déjà beaucoup sur ce qui va se passer par la suite. Donc là, j'ai lu la première partie. C'est un livre qui me faisait assez peur parce que je l'avais déjà commencé et j'avais pas réussi à bien comprendre, etc. Et au final, c'est plutôt simple de compréhension. Ici, on va suivre Tara Westover qui a grandi dans une famille mormone, mais mormone plus, genre survivaliste et tout. Et son père était quelqu'un de très autoritaire qui interdisait extrêmement... Oh là, pardon, qui interdisait énormément de choses et qui, pour lui, tout ce qui est services publics, hôpitaux, gouvernement, etc., tout est corrompu et ne correspond pas à la volonté de Dieu. Donc, tous les frères et sœurs de Tara n'ont pas de registre de naissance, ils ont jamais été à l'école et en fait, on ne les connaît pas administrativement parlant. Et du coup, ça se base là-dessus au départ. Et en fait, Tara Westover, elle a grandi et elle est partie de chez ses parents pour faire des études supérieures, ce qui n'était pas arrivé en fait. Enfin, elle dit que c'est pas arrivé, mais en fait, on comprend que ça arrive quand même. Et cette première partie est vraiment très intrigante. Je me demande comment sa famille a fait, enfin en tout cas ses frères et sœurs ont fait pour ne pas mourir, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu genre 12 accidents graves dans cette famille. Là, on en dénombre pas moins de 3 ou 4, je crois, dans cette première partie. 3 ou 4 personnes de sa famille ont failli mourir ou en tout cas ont eu des accidents graves. Sa mère, elle a fait... On le sait pas parce qu'elle n'a pas été à l'hôpital, mais comme un trauma crânien. Son frère est tombé et a aussi eu un petit trauma. Enfin bref, il y a eu énormément d'accidents, de voitures, de la vie de tous les jours, etc. Donc écoutez, ils sont pas morts pour l'instant, mais franchement, je me demande comme par quel miracle. Je vais continuer, ça me plaît plutôt bien. Je le lis un petit peu plus lentement que ce que je voudrais. En parallèle de celui-ci, j'en ai commencé un autre hier qui fait partie des livres que j'ai achetés depuis le début de l'année. Je vais vous les montrer tout de suite, si j'arrive à bien ranger. Le premier livre que j'ai acheté et que j'ai déjà lu, c'est Le Royaume de Pierre d'Angle, le 2e tome de Pascal Quivigé, Les filles de mai. Je vous en ai parlé dans l'update lecture du mois de janvier, puisque je l'ai lu en janvier, avec Calan et Aurélie. Voilà, je vais pas trop vous en parler puisque de toute façon j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'update de janvier et que c'est un 2e tome. Donc voilà, très contente qu'il soit lu, mais de toute façon c'est une suite de sagas que je lis en lecture commune, donc je savais qu'il allait être lu assez rapidement. Le livre que j'ai commencé hier et que j'ai acheté en 2e, c'est le 5e tome, 5e et dernier tome de la saga des mystères, Cœur de flamme de Jeff Wheeler. J'ai lu que 3-4 chapitres, je crois, je dois être à la page 40, quelque chose comme ça. Oh, 49, attention. Et écoutez, celui-ci aussi, je savais que j'allais l'acheter puisque c'est la fin d'une saga et que c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc pareil, je vais pas vous en parler puisque c'est un dernier tome, mais voilà, la beauté du livre, tout simplement. Ensuite, j'ai eu des petits cadeaux de la part de Lucie, où j'étais trop contente. Je m'y attendais pas du tout. Je me demandais d'ailleurs pourquoi il y avait un livreur qui sonnait à ma porte, ça m'a fait peur. Elle m'a offert La sorcière de Limbricht, je vais toujours pas y arriver, hein, de Susan Smith aux éditions Pocket.
Ah d'ailleurs, je vous ai pas donné le traducteur pour Cœur de flamme, ce serait pas mal. Alors la traductrice, c'est Ariane McSutin qui a traduit ça de l'anglais états-unien pour Valentin Translation, comme ça vous savez. Et du coup pour Suzanne Smith aux éditions Pocket, le traducteur ou traductrice... Ah, c'est traduit du néerlandais par Marie Houge, je sais pas, je vous écrirai à l'écran comment ça s'écrit. C'était sur ma wishlist et j'avais complètement oublié que c'était sur ma wishlist. Je vais vous lire rapidement le résumé. Limbricht, juillet 1674. Parce qu'elle préfère se rendre au bois plutôt qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre, Entgen Louichten, je suis désolée mais c'est trop dur à prononcer, est arrêtée pour suspicion de sorcellerie. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Breil, prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Entgen puise sa force dans ses rites et ses souvenirs et prépare sa défense comme un cri. Car elle compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Franchement, j'avais complètement oublié qu'il était dans ma wishlist, mais il donne trop envie. Donc merci encore Lucie. Et le deuxième, j'étais vraiment trop contente, c'est Zéphyr Alabama de Robert McCammon aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et c'est traduit de l'anglais par Stéphane Carn avec la participation de Hélène Charrier, et anglais des États-Unis. J'ai pas trop envie de relire le résumé parce que quand j'avais lu ça sur Instagram, Lucie m'avait dit que le résumé était pas hyper réaliste, enfin en tout cas représentatif pardon, plutôt de ce qui s'y passait. Donc écoutez, on en a entendu beaucoup parler et voilà, c'est tout ce que j'ai envie que vous sachiez. Ensuite, j'ai acheté 2 livres en occasion. J'ai acheté premièrement Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, pareil aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, et c'est traduit de l'anglais des États-Unis par Gérard Kwan, ou Kwasne, et Hélène Charrier, encore une fois. Et du coup, celui-ci, je vais vous mettre l'adresse de la bouquinerie dans laquelle je l'ai acheté parce que je trouve que c'est une bouquinerie qui est vraiment très bien. Je crois que la dame qui la tient a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc franchement... Allez voir ça si vous êtes de Nantes. Et celui-ci, je l'ai honnêtement acheté parce que c'est Michael McDowell et que je l'ai jamais découvert. Et honnêtement, j'allais dire Babel, non, Blackwater, me donne pas particulièrement envie. Voilà. Pour faire un résumé rapide, ici, on est à Babylone, Floride, 1980. Chaleur et pom-pom girl, rumeurs et superstitions, serpents venimeux et mort brutale. Mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un sceau funeste. Alors, quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant, victime comme meurtrier, les déchus de Babylone. C'est très mystérieux, j'aime beaucoup. Et quelques jours après, j'ai trouvé dans une autre bouquinerie Les Effacés de Marine Carteron aux éditions du Rouergue et qui me donne aussi beaucoup envie. Ici, pareil, je vous mettrai le lien, l'adresse pardon, de la bouquinerie dans laquelle je l'ai acheté. C'est la bouquinerie du centre qui est à côté de Place Royale si vous êtes de Nantes. Et ici, je crois qu'on parle de figures historiques qui ont été effacées de l'histoire. Pendant une sortie scolaire, Joe se retrouve enfermé dans un placard du musée d'Orsay. La voilà seule dans l'obscurité au milieu des tableaux. Seule, pas vraiment. Une mystérieuse Virginie se met à lui parler. Virginie a une histoire à lui raconter, la sienne est celle des effacés. Des femmes peintes puis invisibilisées par Gustave Courbet. Joe le sent, même si plus d'un siècle les sépare, leur douleur se ressemble à cette rencontre, et cette rencontre va la changer à jamais. Ça me donne très envie. Et les 2 derniers achats que j'ai faits, c'est des suites de mangas. C'est le 16e tome des Carnets de l'apothicaire, ici aux éditions Kiun. Voilà, je continue la saga parce que je l'aime beaucoup et je ne savais pas, mais il y a un 13e tome de Minuscule qui est sorti de Takuto Kashiki. Ici, c'est aux éditions Komiku. Voilà, c'est deux sagas de manga que j'aime énormément et que j'ai envie d'avoir dans mes bibliothèques, donc c'est pour ça que je les achète à chaque fois.
Et voilà, ça va être tout pour le premier segment de ce vlog. À plus tard. Hello, j'ai terminé Educated de Tara Westover. Je voulais revenir quand j'avais terminé la partie 2, mais au final, la première partie est la plus conséquente et après la partie 2 et 3 sont un peu plus fines. Du coup, je l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai noté quelques trucs à la fin de la partie 2 pour m'en souvenir et savoir un peu ce que j'en pensais. Bon, je l'ai terminé hier, donc en soi, ça fait pas très longtemps. Attendez que je retrouve parce que j'y arrive pas avec une seule main. Je vous quittais, je crois, en vous disant que Tara était arrivée à l'université. Elle avait réussi le concours d'entrée pour BYU. C'est une université dans l'état de Utah, je crois, ou Salt Lake City, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, c'est une université réputée pour être mormone. Et du coup, là, elle commence les cours dans la deuxième partie. C'est très difficile parce que, en fait, elle sait pas travailler de manière universitaire et même enfin, de manière scolaire. Du coup, elle a beaucoup de difficultés. Elle s'accroche énormément. Et je vais juste vous lire certaines choses que j'ai écrites. Il y a notamment un passage que j'ai trouvé vraiment marquant. C'est le premier chapitre de la partie 2. Et en gros, elle est dans un cours et je crois que c'est dans un cours d'histoire, si je dis pas de bêtises. Et en gros, elle pose la question de je ne comprends pas ce mot, je ne l'ai jamais vu. Ce mot, c'est Holocauste. Et en fait, son prof pense que c'est une très mauvaise blague et du coup, c'est ce qui est. Enfin, elle se sent tellement honteuse que elle dit oui, c'était une blague. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment à quel point son instruction, elle n'en a pas eu en fait. Toute son éducation, c'était une éducation un peu parallèle entre guillemets. C'est pas très bien dit comme ça, mais en gros, elle n'a pas eu une éducation un peu plus classique où elle s'est intéressée, enfin où ses parents se sont intéressés à l'histoire de manière générale, que ce soit l'Europe, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, enfin en fait toute l'histoire de manière générale, elle ne sait pas ce que c'est. Elle a été éduquée vraiment avec le livre des Mormons et d'autres livres que son père approuvait, mais toujours dans la religion et toujours dans cet aspect de il faut que tu sois une personne qui suive ses carcans, sinon tu es possédé par un démon, enfin bref, des trucs comme ça. Et du coup, elle comprend vraiment pas comment fonctionner dans cet établissement et même dans ce système scolaire-là, parce qu'elle ne sait pas faire une dissertation, elle ne sait pas faire de recherche approfondie sur certains sujets, et du coup, elle est obligée d'apprendre, et elle se confronte à tout ça, et c'est excessivement dur dans cette deuxième partie. Elle est quand même beaucoup, beaucoup aidée, je trouve, et c'est bien, hein, je dénonce pas ça. Je vais juste rechercher la fin de la deuxième partie pour vous lire ce que j'ai un petit peu écrit dessus. Elle est confrontée à plein de choses qui sont très différentes d'elle. Elle remet en question les convictions de son père qui sont profondément ancrées en elle. Ça crée une grande barrière dans son apprentissage, autant intellectuel que personnel. Et ça crée aussi forcément un fossé avec sa famille et avec ses convictions, même si les convictions de sa famille sont encore énormément ancrées en elle. Il y a vraiment une dualité entre ce qu'elle apprend et ce qu'elle veut pour sa vie et ce en quoi elle croit le plus profondément de son âme depuis toute petite, tout ce qu'on lui a inculqué. Et du coup, ça crée aussi énormément de dévalorisation. Elle comprend pas pourquoi elle est là. Elle le comprend, mais elle se conçoit pas comme les autres étudiants. Du coup, ouais, il y a vraiment une dissonance entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait valoir en société. Oui, du coup, ouais, il y a eu pas mal, énormément d'aide externe pour qu'elle puisse rester à l'université et qu'elle puisse s'instruire, notamment de la part de l'évêque, des professeurs d'université, de certaines de ses colocataires et tout. Donc elle est quand même beaucoup aidée et c'est quand même bien pour elle. Voilà. Et j'ai écrit quoi? Oui, ah oui, un changement profond plus une cassure familiale. Voilà. Et cette cassure familiale se ressent profondément dans la troisième partie, parce que dans la troisième partie, je sais plus si dans la deuxième ou troisième, mais à un moment donné, elle va pouvoir aller étudier à Cambridge, j'allais dire aux États-Unis, non, au Royaume-Uni, voilà, je vais y arriver. Et du coup, pareil, c'est totalement différent de ce qu'elle a toujours connu, de Bucks Peak, du coup, là où vivent ses parents dans l'Idaho, Idaho plutôt. Et
Il y a aussi une notion où elle a été énormément violentée par l'un de ses frères. Elle essaie de le dire, mais on ne la croit pas. Et ce qui fait qu'elle va être marginalisée et pas évacuée, c'est pas évacuée le mot que je cherche. Elle va être mise à l'écart par sa famille et rejetée. Voilà, rejetée, c'est ça le mot que je cherchais. Rejetée par sa famille, et ce qui va être horrible pour elle, tout simplement, parce que sa famille, c'est son socle depuis qu'elle est toute petite, et d'autant plus dans ce contexte familial-là où le gouvernement était... toutes les instituts gouvernementales étaient vraiment pourris, c'était Illuminati, enfin bref, toutes les théories du complot possibles. Et du coup, la famille, c'était vraiment son socle et son socle nucléaire. Et là, elle est rejetée par tous et c'est hyper dur à vivre parce que elle dénonce quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour elle. Elle n'est pas la seule dans sa famille et l'autre personne qui a vécu ça se retourne contre elle parce que par peur d'être rejetée elle aussi. Du coup, il y a une espèce d'intervention à un moment donné où son père lui dit qu'il faut forcément qu'elle puisse être lavée de son péché parce qu'elle a été possédée par un démon et à dire toutes ces mensonges. Enfin bref, franchement c'est compliqué à lire de temps en temps et son père est très difficile j'allais dire à concevoir. Non, c'est pas concevoir, mais c'est une personne qui ne comprend pas et qui vraiment rabaisse ses filles particulièrement, puisque les hommes sont plus importants que les femmes, voilà. Selon lui, toujours, pas selon moi. Je suis contente de l'avoir lu. Il m'a révoltée quand même à certains moments parce qu'il y a énormément de violence et d'injustice qui m'ont profondément énervée. Et je pense que je suis... j'ai eu peur les premières fois, je comprenais rien, mais en fait, j'ai créé une peur hyper irrationnelle parce qu'en soi, en fait, il est quand même plutôt simple d'accès en anglais et que j'ai vraiment apprécié le lire, j'ai vraiment apprécié découvrir l'histoire de Tara Westover et franchement, je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle ait écrit son histoire parce qu'elle est extrêmement intéressante et complexe dans les relations, que ce soit à sa famille, que ce soit à l'éducation. En fait, il y a tellement de changements profonds en elle et tellement de dualité entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle a toujours, ce qu'elle a toujours connu. Enfin, c'est beaucoup de remise en question constante de la part de l'autrice et franchement, c'est très intéressant à lire et je vous invite à le lire si jamais vous en avez envie. Il a été traduit en français sous le titre Une éducation. Il me semble que c'est chez JC Lattès, mais je ne suis pas sûre. Voilà, du coup, je l'ai quand même pas mal annoté. Il y a beaucoup de choses qui m'ont révoltée, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées injustes, mais l'autrice arrive à s'en sortir. Voilà. Je crois aussi que je vous parlais que j'avais commencé en parallèle Cœur de flamme de Jeff Wheeler. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé en 3 jours et j'ai adoré cette fin. Ce que j'ai bien aimé... Alors attendez, je crois que j'ai fait mon carnet de lecture là-dessus. J'ai fait ma petite page dans mon carnet de lecture. Très simple cette fois-ci, mais j'ai vraiment énormément aimé. C'est un 5 étoiles, c'est une fin de saga, donc j'étais très très contente de terminer la saga, qui est toute belle, elle est toute là. Je suis très contente de l'avoir lue. Il y avait énormément de questions et de bouleversements dans le 4e tome. On a toutes les réponses dans celui-ci, donc très contente de ça. J'ai énormément aimé toutes les relations entre les personnages. C'est des relations très fortes et vraiment bien construites et poussées, que ce soit des relations amicales, des relations filiales, des relations amoureuses. Enfin, il y a énormément d'évolution de la part de chacun des personnages. Sera et Seti, du coup, on a ces deux points de vue dans chacun des tomes. J'ai trouvé qu'elles ont une très belle amitié et très forte et des convictions personnelles qui renforcent le tout. Et vraiment, j'ai énormément aimé leur évolution respective parce qu'à un moment donné, elles sont vraiment éloignées, que ce soit géographiquement et dans leurs convictions, et elles se retrouvent à un moment donné. C'est très 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 bien à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit aussi les relations politiques. Il y a beaucoup de politique et un échiquier qui est vraiment très étendu et j'ai aimé les deux mondes dans lesquels on se trouve. Je les trouve toujours très intéressants tous les deux et très bien construits également. J'ai beaucoup aimé le système de magie, l'intrigue de manière générale. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais je vais pas tout vous lire parce que je crois que j'ai spoil dans mon avis.
Ah oui, j'ai mention spéciale pour l'un des personnages qui évolue énormément, que j'ai énormément aimé dans ce tome-là, parce que je trouve que ce personnage comprend vraiment les enjeux et pourquoi il doit agir de cette façon pour aider un maximum. C'est très flou dit comme ça, mais bon, j'ai pas envie de vous spoiler qui c'est. Blablabla, ça c'est du spoil. Ah oui, le seul truc que j'ai trouvé un peu, qui m'a un petit peu dérangé, c'est que la magie de l'univers, et je trouve qu'elle est très imprégnée de la religion. Je pense que Jeff Wheeler, il doit être religieux ou catholique, ou enfin je ne sais dans quelle religion, parce que dans les remerciements, il remercie sa fille, mais qu'il ne va pas voir pendant un petit moment parce qu'elle est partie en service religieux. Attendez que je vous dise pas de conneries. Ah oui, ma fille Isabelle est partie en mission pour notre église. Elle ne pourra pas lire cet ultime opus avant de rentrer. Son influence et ses conseils sur cette série m'ont été d'une grande aide, pardon. Je ne pourrais être plus fière d'elle. Voilà, donc je trouve que ça se ressent quand même pas mal le côté où c'est quelqu'un de très religieux et qui, je trouve, il a imprégné quand même sa magie de ça. Donc il y a juste quelques moments où, voilà, j'étais pas trop en accord, mais c'est quand même dans l'ensemble une saga pardon, que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui mérite d'être lue. C'est une fantasy young adulte, mais je trouve que les personnages sont tellement bien construits que bah, en fait, ça va pour tout le monde. Enfin, de toute façon, le young adult, ça va pour tout le monde, mais particulièrement celui-ci, je trouve que il y a des relations qui sont vraiment intéressantes à faire découvrir aux plus jeunes. Voilà, je vais bientôt partir. Du coup, je vais juste vous parler très rapidement de deux mangas. J'ai lu hier soir le 16e tome de Les Carnets de l'apothicaire. Ici, c'est les éditions Kiyun, donc c'est le storyboard Itsuki Nanao, dessin Neko Kogare et scénario Yuga Natsu et personnage Tuko Shino. Voilà, comme ça vous savez tout. Dans ce tome-là, on a un petit peu d'avancée, mais je trouve que ça patauge quand même pas mal. J'ai l'impression de dire ça depuis quelques tomes, mais c'est vrai que l'intrigue, elle est un petit peu plus lente. Là, il y a un personnage qui s'est révélé, donc potentiellement dans le 17e tome, va y avoir des changements, mais je ne sais pas en combien de tomes ça va être cette saga, mais je l'aime toujours autant, mais j'attends de voir, parce que j'en ai un petit peu marre que ça patauge un peu. Et là, je vais pas pouvoir le terminer avant de partir, mais je suis en train de lire le 13e tome de Minuscule de Takuto Kashiki. C'est toujours aussi mignon, c'est toujours des petites histoires très douces, et moi j'aime toujours autant les dessins. Voilà, je vais vous montrer un petit peu des dessins. Voilà, on a celui-ci par exemple. Hop là. C'est très mignon. Il y a aussi par exemple ce genre de dessins qui sont... Voilà, c'est des dessins assez ronds et tout, et moi j'aime énormément ce style. Du coup, ça me fait toujours plaisir. Il n'y a pas énormément d'intrigue et d'enjeux, hein, mais moi je trouve ça très mimi et ça me détend bien. J'avais dit que je faisais attention un peu à mes achats. Bon, bah écoutez, je voulais aller acheter un livre à la base. Je suis revenue avec deux. Le livre que je voulais acheter, c'était L'ivresse interdite de Jimmy Lou, pardon, de Julia Wagner aux éditions Hurlevent. Vous savez que c'est une de mes éditions préférées, enfin ma maison d'édition préférée. Et du coup, là, on est sur cet ouvrage-là que je trouve très joli. Et sans la jaquette, j'aime beaucoup aussi sans la jaquette. Ah, voilà, on est là-dessus. C'est très mimi, j'aime beaucoup. Je le voulais parce que du coup c'est leur nouvelle sortie. Elles ont sorti aussi une réédition des Hauts du Hurlevent. Bah, forcément, hein, c'est le nom de la maison d'édition. J'ai lu cet ouvrage, mais moi j'ai pas aimé, donc je ne l'ai pas acheté. Alors, pour vous faire le résumé, moi tout ce que j'en savais c'était que ça parlait des années folles et tout, et j'aime bien cette période-là. 1919, Monaco. À seulement 19 ans, Jim sait ce qu'elle veut, une vie de luxe, peu importe les sacrifices pour y parvenir. Alors qu'elle s'apprête à se marier et à obtenir la richesse et le confort matériel auquel elle aspire tant, sa rencontre avec Lou, un homme d'affaires énigmatique à la réputation sulfureuse, bouleverse ses projets. Le temps d'une nuit, à ses côtés, elle entrevoit un monde de fêtes, d'opulence et d'excès qu'elle ne soupçonnait pas. Éblouie, elle abandonne tout pour le suivre à Paris. Jim est alors emporté dans un tourbillon d'alcool, de paillettes et de soirées décadentes. Mais l'ivresse des années folles ne lui suffit pas. Elle veut rejoindre les affaires troubles de Lou, quoi qu'il en coûte, et l'aider à les faire prospérer jusqu'à s'en brûler les ailes. Des cabarets parisiens au vignoble champenois, découvrez le destin sulfureux de Jim et Lou. Franchement, ça me donne trop envie, et je sais pas encore ce que je vais choisir comme prochaine lecture, mais celui-ci,
il m'intrigue beaucoup. Et pour le prochain, tout est de la faute de Lucie, puisqu'elle en a vraiment bien parlé et que ça me donne très envie. C'est La prophétie de l'ambre. Le premier tome, c'est Le dernier phénix. C'est Karina Rosenfeld, l'autrice aux éditions Gulfstream. Bah écoutez, Lucie en a très bien parlé et j'ai vraiment beaucoup apprécié son avis. Du coup, j'ai craqué et je me le suis acheté, tout simplement. Ici, le résumé, c'est les sœurs du secret fécond qui ont appris à Aïcha à maîtriser les sceaux ont toutes été massacrées sur ordre de l'empereur. Ça commence bien. Unique rescapée, la jeune fille n'a alors plus qu'une raison de vivre, tuer cet assassin. J'ai du mal à lire. Mais celui-ci meurt avant qu'elle n'y parvienne. Ce sera donc son héritier, le prince Zahir, je prononce très mal probablement les noms, j'en suis désolée, qui subira sa vengeance. Celui qui n'a jamais désiré régner vient en effet de recevoir le sceau impérial, à travers lequel les voix de ses ancêtres lui soufflent une prophétie annonçant la fin de sa lignée maudite. Se pourrait-il qu'Aïcha soit l'instrument d'une destinée implacable qui fera de Zahir le dernier phénix ? Voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je pense que c'est l'une de mes maisons d'édition préférées avec les éditions Hurlevent. J'ai vraiment appris à découvrir les éditions Gulfstream l'année dernière. L'année d'avant, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Steam Sailors que vous apercevez juste là, et que j'ai très envie de relire aussi. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié l'année dernière le Peau d'âme, voilà. J'avais Peau d'homme en tête. Non, ça c'est une BD qui est très bien aussi, mais c'est pas ça. Et du coup, voilà, j'ai envie de lire celui-ci. Et c'est une duologie, et j'aime beaucoup ce format duologie. Je trouve qu'il est très très bien. Donc, c'est à peu près tout pour mes achats. C'est déjà pas mal du tout. Et ah oui, je voulais, juste avant de partir, je voulais vous faire quel livre je vais lire en mars, puisque j'ai lu Educated. Donc, je reprends ma petite boîte. Et je vais lire Les liaisons dangereuses de Chaderlo de Laclos. Voilà. Écoutez, trop cool. En plus, il est en livre audio, c'est très bien. Je vais pouvoir mixer aussi avec le livre audio. Mais très contente d'avoir tiré ça aussi. Je vais pas vous chercher le livre parce que je vais être en retard sinon. Du coup, je laisse tout ça en plan. Sur ce, à plus tard. Et coucou, je reviens pour terminer la vidéo. Je voulais juste vous parler d'un jeu que j'ai fait avec mes anciennes collègues. C'est ce jeu-là, c'est un dossier criminel, le secret des Yakuza. Et du coup, il faut retrouver qui a tué le chef de gang Akira Fukada, pardon. Et c'était trop cool. C'est écrit que c'est entre 1 et 6 joueurs de 14 ans et plus et que ça dure 2 heures. Honnêtement, on a dû mettre 3 heures, quelque chose comme ça, et on était à 3 cerveaux. Donc autant vous dire que c'est quand même bien compliqué. J'ai vraiment kiffé, on a tous les trois vraiment beaucoup aimé. J'ai choisi ce dossier criminel spécifiquement parce que j'aime bien le Japon et l'univers des Yakuza, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Donc j'ai choisi celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted parce que neuf ça coûte 30 € je crois, et c'est un jeu qui se joue qu'une fois, et vu que je savais pas si j'allais aimer, je préférais prendre sur Vinted pour savoir avant. Mais honnêtement, on a beaucoup aimé, franchement, c'est hyper bien travaillé, la narration est trop cool, tout l'univers autour est vraiment trop bien fait. Il y a du coup une application, enfin un site internet qu'on peut consulter pour avancer dans le jeu et tout. C'était vraiment vraiment bien. On a toutes les trois beaucoup aimé. Sur la fin, on n'a pas eu toutes les réponses, mais on a su qui était les ou le coupable. Et vraiment, c'était très très bien. Donc, si jamais vous kiffez ce genre de truc, je vous conseille celui-ci. Vous en avez aussi, je crois que ça s'appelle, enfin, vous en avez d'autres aussi, je les ai plus en tête, mais celui-ci était vraiment bien. On a bien kiffé et honnêtement, je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur. Attendez, hop. En gros, on commence avec ce papier, du coup, qui est les ressources qu'on a avec le contenu ce qu'il y a dans la box, là, le contenu papier et le contenu en ligne. Et du coup, ça met où est-ce qu'il faut aller, tout ça.
Et après, pour celui-ci, on a une lettre d'une enquêtrice par exemple, et c'est la seule chose que je vais vous montrer parce que sinon ça va vous spoil. Ah si, je veux quand même vous montrer. Par exemple, on a les petites cartes parce qu'il y avait des magazines spéciaux pour les Yakuza et il y avait ce genre de petites cartes qui ressemblent à des cartes Pokémon. Attendez, voilà, ça fait le focus. Et du coup, ici on a Akira Fukada qui est la personne qui est morte. Voilà, tout simplement. Et du coup, on a des cartes avec tous les personnages et différents membres de gang, tout ça, tout ça. C'était très cool. Et du coup, au fur et à mesure, il y a des enveloppes à déverrouiller pour savoir, pour avancer dans l'enquête, tout simplement. Et on a vraiment beaucoup aimé, il y a plein de trucs différents, on a un plan de métro et tout. Franchement, j'ai grave kiffé. Forcément, je vais pas le garder puisque ça s'utilise qu'une fois. Je vais voir avec des potes si jamais certains sont intéressés ou sinon je le mettrai sur Vinted, on verra bien. Et du coup, la collègue chez qui on était, elle m'a filé une BD qui m'intéressait. Ça s'appelle La fille dans l'écran de Manon Devaux et je crois que l'illustratrice c'est Lou Luby. Et c'est une histoire d'amour entre deux femmes pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. Colline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. Ah non, c'est pas pendant le confinement. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante, un job alimentaire, un amoureux québécois, etc. Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre. Ça a l'air très cool, j'en ai entendu beaucoup de bien quand c'est sorti. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti d'ailleurs. 2019. Donc voilà, petit amour lesbien, une petite BD qui a l'air très chouette. Je vais vous montrer un petit peu certains dessins. Hop. Voilà, donc on a des pages en noir et blanc, des pages en couleur et tout, donc ça a l'air franchement cool. Et j'ai entendu que des bons retours, donc très contente qu'elle me la prête. Et puis voilà, j'ai terminé des trucs, des livres, mais je vais pas forcément vous en parler parce que c'est déjà assez long quand même comme vlog. Je vais pas vous parler du dernier livre que j'ai lu, mais je vais vous parler du livre que je suis allée acheter aujourd'hui parce que je l'attendais de ouf. C'est Les Fracas des Envolées. Le premier tome, c'est Le Brise-Tempête de Nell Pfeiffer aux éditions Gulfstream. Oui, encore Gulfstream. Mais j'aime trop cette maison d'édition. Et là, je voulais vraiment l'acheter parce que déjà, il me donne vraiment envie. J'ai eu genre quelques mots-clés. Déjà, j'aime bien la maison d'édition. Et aussi, ça parlait de bateaux dans les airs, ou en tout cas bâtiments dans les airs. Voilà, déjà là. Ça m'a eu déjà. Je vous avais fait il y a un petit moment un unboxing sur les illustrations de Ludmila. Hop, Ludmila Serafos. Hop, du coup, qui est sa carte de visite ici. Et vous avez ses réseaux sociaux juste là. Voilà. Et du coup, on a fait de l'escalade ensemble. Et du coup, bref, j'étais allée la voir. Et là, c'est elle qui a fait la couverture de ce roman. Du coup, forcément, ça m'a donné envie de la soutenir et de voir un peu plus en détail son travail. Et du coup, Camille Fourcade aux illustrations, donc Lumia, et Victoria Alessandri, qui, je crois, a fait le Jaspage et les N-Papers, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que les N-Papers sont vraiment très jolis. Hop. Et en plus, j'ai eu droit à des petits cadeaux de la part de la libraire parce qu'ils avaient ça en stock. Il y a du coup cette illustration avec, j'imagine, les deux personnages principaux et derrière les cartes. Voilà. Et en plus, un petit marque-page. Ça fait pas le focus. Je regarde sur le côté parce que j'ai le retour écran sur mon ordi. Hein. Voilà. Je vais peut-être vous lire le résumé, parce que moi, à part le fait que ça se passe dans les airs, j'y connais pas grand-chose. Dans un monde où les venteliers domptent les bourrasques et les oiseliers prennent leur envol, deux continents se font face, séparés par l'Aquilon, une tempête si vaste qu'aucun dirigeable n'a jamais pu franchir son cœur. Mia Aérondel a grandi dans les ruines d'un drame et à l'ombre d'un secret. Déterminée à redorer l'image de sa famille, elle s'infiltre clandestinement sur le Galéon, majestueux dirigeable dont le voyage inaugural doit traverser l'Aquilon grâce à une invention mystérieuse. Dans les couloirs raffinés du vaisseau, loyauté et complot s'entrelacent. Mais dans les entrailles du Galéon, Mia devra se frotter à la redoutée sorcière Skylar Volbrum et à son énigmatique, je vais y arriver, apprenti Evel.
Dans cette traversée de fer et d'éclairs où se mêlent héritage oublié, alliance fragile et magie des vents, Mia Hirondelle sera obligée de choisir entre vengeance et liberté, entre secret de famille et avenir, avant que l'Aquilon n'emporte tout. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté huis clos et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Bref, j'en ai terminé pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'essaierai que ce soit pas trop fouillis avec le montage, mais en tout cas moi je suis très contente d'avoir lu Educated parce que c'était une relique de ma part, mais genre relique. Donc très contente d'avoir fait ce vlog pour lire ce livre parce que franchement ça m'a grave motivée. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu. Dites tout ça en commentaire, partagez, abonnez-vous, tout ça si ça vous fait plaisir. Et bonne soirée, bonne journée, bonne nuit si vous regardez ça la nuit. Ciao!